Bonjour Michel Claes, Bonjour. vous avez 65 ans, vous êtes juge d'instruction spécialisé dans la lutte contre la corruption et le blanchiment, ancien avocat et professeur. Les années d'or, votre nouveau roman est paru chez Genèse Éditions. Je vous laisse le soin de le présenter en quelques mots. Eh bien, Les années d'or, c'est la suite de deux autres romans, dont le tout premier que j'ai écrit, c'était une espèce de coup de folie, comme ça, écrire un roman à la plume à l'époque. Et donc j'ai conservé ce manuscrit. Et j'avais appelé ce roman Salle des pas perdus, ça se passait dans les années guerre, comme on dit. Et puis j'avais mis ça dans un tiroir. Et la rencontre avec un éditeur en 2006 a fait que soudain, il a été publié, il a rencontré un très grand succès. J'avais été notamment nominé pour le prix du premier roman, plusieurs autres prix, la ville de Bruxelles, etc. Et donc là, je me suis lancé dans une carrière d'écrivain. Et le premier roman, Salle des pas perdus, se terminait par une phrase « Début des années paix ». Et des tas de lecteurs, très emballés, me disaient tout le temps « Mais quand est-ce que tu vas écrire la suite, hein, les années paix ?» Et 10 ans plus tard, je me suis lancé, j'ai écrit les années paix, en reprenant cette famille bruxelloise, ces gens, et d'autres personnages créés, bien entendu. Et alors, on vit dans les années paix, toute cette période après-guerre. C'était d'ailleurs pas la paix tant que ça, disons-le. Comme dit la maman des héroïnes, finalement, la paix, c'est la guerre qui se repose un instant. Et puis, je termine les années paix par début des années d'or. Donc, ça se termine en 1960. Et bien entendu, je reçois à nouveau des messages en disant « Et la suite ?» Et je me suis donc lancé dans ce qui devient une saga. Et cette saga raconte et continue à raconter, j'allais dire la Belgique et Bruxelles, oui, mais ce sont des thèmes universels en réalité. Et donc les personnages sont tout aussi je dirais, d'essence universelle. Et donc, tout en ayant ce prisme de ma ville, qui est Bruxelles, et de mon pays, qui est la Belgique, eh bien, j'aborde quand même, je dirais, non seulement des événements internationaux, mais aussi des thèmes tout à fait récurrents, dont, notamment dans les années d'or, la montée du nationalisme d'extrême droite, les problèmes d'immigration, notamment la corruption que je vise, qui était une plaie dans le Bruxelles des années 60, c'était la corruption publique par la démolition de tout un tissu urbain pour le remplacer par des grands buildings. Différents thèmes qui sont évidemment tout à fait universels. Et puis, c'est l'occasion de rappeler des personnages sensationnels dans l'histoire, comme Paul-Henri Spaak. Il ne faut pas oublier que c'était un des plus grands hommes politiques belge, à mon sens, à tout le moins, où je le fais évidemment parler un peu à ma manière. Et voilà, et d'autres petits événements, je suppose que vous allez les aborder. Ces années d'or replongent le lecteur dans les Golden Sixties, comme on les appelle, une période allant de 1960 à 1970, 1972, qui a connu plusieurs grands événements en Belgique. Vous le disiez, la montée du nationalisme flamand, les débuts de l'immigration marocaine, et bien sûr la victoire d'Eddy Merckx au Tour de France. Que j'ai vécu. Et le même jour d'ailleurs, nous étions restés éveillés pour assister pendant la nuit à l'alunissage et au premier pas sur la Lune. C'était quand même une sacrée journée. Ces 19 et 20 juillet, c'était une période tout à fait sensationnelle. On vivait ça ici. Bon, à l'époque, quand on fait le calcul, 69, je suis né en 56, donc j'ai cette mémoire. Alors l'arrivée d'Eddy Merckx, c'était extraordinaire. Non point que je sois un grand amateur de cyclisme, je trouve ça évidemment un sport magnifique, mais c'est parce que nous avions ces commentaires de Luc Varenne qui nous accompagnaient. Donc c'était, je ne sais pas si on avait coupé la télé pour mettre la radio pour écouter Luc Varenne, mais c'était extraordinaire de vie et cette espèce d'engouement national. Et puis l'événement tout de même c'est une espèce de mythe extraordinaire que de marcher sur la Lune. Et tout ça dans un délai de 24 heures, c'était quand même magique. Donc c'était un moment magique. On ne peut pas passer à côté, évidemment, quand on raconte les années d'or. Un des deux événements vous a davantage marqué? Je pense que c'est la Lune. Parce que là, il y a plein de rêves. Je suis depuis tout petit. J'appartiens à une génération où on n'avait pas la télévision. En tout cas, c'était une volonté. Et donc, je suis un grand lecteur, et j'étais un grand amateur de Jules Verne notamment. Et donc, forcément, alors, l'alunissage, ça c'est quelque chose qui rappelle des sensibilités de ces grands romans, d'aventure aussi, ces premiers romans dans l'espace. Et bien entendu, grand amateur d'Hergé et de Tintin, on a marché sur la Lune. Finalement, nous les Belges, on a marché sur la Lune les premiers, hein, comme je disais. Les années d'or sont aussi et surtout la décennie de la jeunesse, du rock et du peace and love.
aussi. Donc ça, c'est le début de quelque chose. Et donc, cette jeunesse va entraîner des réactions, parce que la génération de l'époque, c'était la censure, la rigueur morale. C'est toujours l'image du général de Gaulle en plein mai 68. Hein. Et donc, là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'on a raté un tournant, parce que le post-mai 68 n'a pas été à la hauteur de cette extraordinaire révolution. C'est une révolution. Hein. Mais je pense que là, on a raté quelque chose. En tout cas, ils ont raté quelque chose, les plus âgés. Mais cette jeunesse, elle a été magnifique. C'est Woodstock aussi, bien entendu. Et alors là, dans l'oreille, ça, c'est aussi, ce sont mes souvenirs, ces morceaux incroyables et cette vision incroyable de Jimi Hendrix sur la scène de Woodstock, c'est quand même fantastique. Quand il interprète le chant américain, l'hymne américain, avec sa guitare, de la manière dont on connaît, et puis tout simplement, et des Janis Joplin, etc. Moi, je pense que ces gens font partie de la musique classique, au sens véritablement d'un patrimoine culturel universel et intemporel. Comment avez-vous vécu ces Golden Sixties? Mais adolescent, petit à petit, donc au départ, évidemment, années 60, 4 ans, donc ça fait, à l'âge de 4 ans, il fallait petit à petit avancer. Et puis, un premier grand événement, on avait ce qu'on appelait, puisque j'étais élevé par mes grands-parents, dans la boulangerie, il y avait au mur accroché cette roulette qu'on appelait la radiodistribution, quoi. Et la radio marchait tout le temps. Et puis, une des choses dont je me souviens parfaitement, mais je dirais bien mais parfaitement, c'est le jour où on a appris l'assassinat du président Kennedy. Parce que tout le monde était bouleversé, et tout le monde était accroché, et tout le monde se parlait, on allait dans la rue. Et là, ça m'a véritablement marqué. Et puis petit à petit, les souvenirs sont là, et puis la sensibilité de l'évolution, de l'arrivée à l'adolescence, et ces événements sensibles. Et alors, aussi dans Bruxelles, quelque chose qui dans notre famille nous a profondément touchés, c'était l'incendie d'innovation que nous avons vu. J'ai vu l'incendie d'innovation et ma nounou, qui travaillait tout près d'innovation, ne l'a plus jamais revue. Donc tout le monde suppose qu'elle est décédée dans l'incendie. Il y a énormément de corps agglutinés, on n'a jamais pu les identifier. C'était un événement tout à fait terrible. Et quand je décris l'incendie d'innovation, je décris aussi ce qui est arrivé par rapport à quelqu'un qui cherche sa femme. Et par exemple, ce n'est pas dans les livres d'histoire, mais la ville de Bruxelles avait organisé dans une salle l'exposition des bijoux retrouvés pour tenter de permettre une meilleure identification. Et les parents de cette jeune fille racontaient que les gens se battaient pour un petit bijou, des trucs dans le style. Ce sont des choses qui marquent, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Si vous deviez choisir une chanson pour illustrer vos Golden Sixties, quelle serait cette chanson? Mes Golden Sixties, à l'époque, je dirais c'est les Beatles, parce que ça passait en boucle, et c'était évidemment l'album Help qui commençait, c'était fabuleux, et donc je dirais que c'est plutôt côté Beatles, anglo-saxon. Êtes-vous nostalgique de la Belgique unie que vous avez eu la chance de connaître? Je suis je fais partie de ceux qui, d'abord, sont d'origine à la fois mélangée. Du côté de mon père, on est de Soigny, du côté de ma mère, on est du côté de Louvain, Bautersem. Et donc, j'ai en moi véritablement ce mélange des deux, tout en étant francophone. Donc, un côté plutôt latin dans la culture. Et la nostalgie de la Belgique, je l'ai parce que je ne comprends pas bien, dans la mesure où on est en train de créer l'Europe. Je suis plutôt un Européen d'abord aujourd'hui, et je ne comprends pas qu'on puisse se désunir. Et d'un autre côté, je n'aime pas un aspect de la Flandre telle qu'elle existe aujourd'hui. Je n'aime pas du tout le nationalisme flamingant qui tend à l'expression du racisme et des prises de position que j'estime être d'extrême droite. Je ne veux pas être de ces gens, et donc très partagé finalement, mais très nostalgique en tout cas de la Belgique que j'ai connue et qui était... Moi j'avais des grands-parents belgicains qui allaient au 21 juillet, la fête du 21 juillet, donc j'étais nourri de ça pendant des années, et je reste très attaché à ces souvenirs-là. Vous êtes admirateur de la famille royale, supporter, quel est le mot à utiliser? Je suis républicain, mais j'ai une tendance monarchique dans la mesure où j'ai une certaine tendresse pour cette institution,
Je pense que même eux doivent avoir l'intelligence de reconnaître que les vieillottes. Mais elle est encore le dernier point unitaire de la Belgique. Et c'est une... oui, c'est vrai que je ne suis pas un monarchiste. Ce n'est pas possible avec mes idées sur la société telle que je la décris. Mais la monarchie belge, non seulement ne me dérange pas, et assez curieusement, j'y tiens. Vous avez une dizaine de romans à votre actif. Comment l'écriture est-elle entrée dans votre vie? Mais je pense que ça a commencé quand j'avais 14 ans. Donc j'ai eu la chance de faire des études magnifiques à l'Institut Notre-Dame d'Anderlecht, à la rue de Fienne. Et donc nous avions des professeurs de latin et de grec, j'ai fait mes latin et grec, qui étaient des gens qui nous ont appris la chose la plus merveilleuse du monde. Ils nous ont appris à aimer. Alors aimer lire, et puis aimer écrire aussi dans la version. Et ils nous disaient... Faites une traduction littérale pour prouver que vous avez compris le sens du texte, et pour ceux qui le souhaitent, faites une traduction littéraire. Et donc là, on s'est lancé, et j'ai commencé à écrire. Alors, j'ai commencé à écrire dans des gazettes, on avait fait des gazettes, j'ai écrit dans les gazettes à l'ULB, et puis à un certain moment, je suis rentré au barreau, et pendant des années, j'ai écrit des spectacles, on appelait ça les revues du jeune barreau. Et donc pendant des années, j'ai écrit des spectacles avec des chansons et des sketchs où les gens se poilaient. Je pense que ça avait un certain succès, on peut le dire, allez, je vais le dire. Et petit à petit, l'idée d'écrire un roman m'est venue dans les années 90, en disant maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Longtemps que j'avais quelque chose en moi qui pointait, et puis un jour, là, je me suis lancé. Que vous apporte l'écriture? Beaucoup d'harmonie. Le fait de ne pas rester sur un acquis, c'est-à-dire l'écriture m'impose une réflexion sur moi-même, mais aussi sur les gens, parce que ça, c'est fondamental. Et alors, quand on se lance dans un roman historique, c'est se replonger également dans l'histoire et revivre, non seulement revivre, mais apprendre et réapprendre les événements. Donc c'est une richesse extraordinaire. Et alors, ce qu'il y a de fabuleux, quand on a écrit un roman, le tout premier, parce qu'après, je ne vais pas dire qu'on en prend l'habitude, bon, on sait comment ça va. Et donc, à la foire du livre, je fais une séance de dédicace pour mon premier roman. Il y a un lecteur que je ne connais pas. Ça, c'est extraordinaire, parce que bon, mes premiers lecteurs, c'est des gens que je connais. Quelqu'un que je ne connais pas qui vient chez moi en disant « J'ai beaucoup apprécié votre livre, mais là, à cet endroit, pourquoi est-ce que vous avez fait faire ça à votre héros, etc. » Alors, je l'ai regardé en disant « Ça, c'est une question que vous devriez vous poser à vous-même et pas à moi, parce que vous êtes un recréateur de mon livre. » Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et donc c'est fantastique d'avoir le pacte, c'était Umberto Eco qui disait ça, quand on est édité, le pacte de l'édition est la chose merveilleuse qui rapproche l'auteur du lecteur, et la recréation, la deuxième création par le lecteur, c'est fantastique. Quand et comment écrivez-vous? Quand ça se met. Disons que pendant l'année, j'ai beaucoup de travail évidemment, mais là, j'additionne dans ma tête, ou par écrit, des plans, des personnages. Par exemple, je suis dans le métro et je vois quelqu'un, je me dis tiens, et je m'empare du physique de cette personne pour le recréer dans l'ouvrage. Et ça dure pendant quelques mois. Parce que écrire, c'est d'abord beaucoup rêver. Et puis un jour, quand tout est en place, que les notes sont prises, que dans le cœur, dans la tête, dans les tripes, on se dit, ben voilà, j'ai la structure. Alors on se met à l'écriture, c'est la deuxième étape. Donc après le rêve, l'écriture. Et j'ai la chance d'écrire facilement. Et donc, en général, je le fais du côté du mois de mars-avril. Je commence petit à petit, un chapitre ou deux chapitres. Mais disons que c'est essentiellement pendant les vacances que là, j'ai la chance d'être un lève-tôt, et quand on est en famille, en vacances, eh bien, je suis très tôt levé, et quand j'ai fini un chapitre, je fais le petit-déj pour tout le monde qui se lève. C'est très agréable. Écrivez-vous toujours à la plume? Non. Mes deux premiers romans, oui, et puis après, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à l'écriture, puis à la deuxième écriture, à la correction, et je me suis aperçu que j'étais capable d'écrire au clavier, et je me suis lancé pour le troisième roman au clavier. Vous êtes franc-maçon également. Qu'est-ce que cela vous apporte? Oui, ça fait 36 ans que je suis franc-maçon, ça m'a apporté énormément dans justement aussi ces introspections, ces moments sacrés que l'on vit dans ce qu'on appelle les travaux maçonniques. Et j'y tiens beaucoup, j'y tiens toujours,
parce que c'est aussi une démarche qui nous permet sans cesse d'aller plus loin dans notre réflexion intérieure, de rencontrer des gens totalement différents, cette différence est évidemment l'enrichissement de tout. Ce qui n'est pas possible d'accepter en franc-maçonnerie, c'est le dogme. Donc en réalité, toute chose est remise en question, et chose que les gens ignorent ou préfèrent ignorer, il ne faut pas oublier qu'il y a également des prêtres qui sont francs-maçons, ça n'a rien à voir. Et quand ils exercent leur prêtrise, ils sont respectueux du dogme, mais quand ils se remettent en question eux-mêmes, ils laissent le dogme à la porte du temple et participent à cette réflexion, à cette démarche. Vous vous sentez libéré depuis que vous l'avez révélé? Non, c'est venu normalement. Je ne m'en suis pas vraiment caché, mais disons que dans l'expression publique, c'est Béatrice Delvaux, la journaliste du soir, qui m'a posé la question en disant « Vous êtes maçon ?» Bah, on le sait, etc. Qu'est-ce que ça ? Et je lui ai répondu. Et elle m'a dit « Mais vous n'avez pas parlé avant ?» C'était un autre journaliste qui me posait la question. Je lui ai dit « Mais parce qu'on ne me l'avait jamais posé la question, sinon je vous aurais très certainement répondu, je ne suis pas cachotier. » Comment envisagez-vous la suite? Moi, de mon carrière politique, j'aime pas. La notion de parti politique, j'aime pas, je ne suis membre d'aucun parti. Mais je me dis qu'il y a quand même en politique le moyen de faire quelque chose, et je serais très intéressé par peut-être rentrer en politique, mais dans le but de faire de la culture. Pas du tout autre chose que cela. Et donc me consacrer alors à, je dirais, le bien commun dans la culture. Je pense avoir une certaine, comment dire, approche de la culture que je pourrais communiquer. Mais pas dans un parti politique, donc? Je n'appartiens pas à un parti politique. Mais quand on fait de la politique, on doit bien en rejoindre un. Donc ça sera le cas? J'en sais rien, on verra bien. Il y a parfois, par exemple, sur le plan communal, des listes qui ne sont pas d'un parti. Vous vous sentiriez plus à l'aise à l'échelle communale? Oui, tout à fait, c'est ce qui me plairait, en disant, voilà, il y a des structures communales qui sont destinées à la culture communale. Ça me plairait énormément. Mais pour l'instant, ça me paraît tellement loin, tellement loin. Et puis, il faut aussi qu'on conserve la flamme, l'esprit et la santé. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Un grand merci. Je rappelle que votre dernier roman, Les Années d'Or, est paru chez Genèse Éditions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À très vite!